Bonjour, c'est Cryptolyse, bienvenue dans la quotidienne, notre rendez-vous de 8h du lundi au vendredi pour analyser les news crypto, le marché et bien évidemment le Bitcoin. On commence tout de suite par les nouvelles de ce mercredi 5 octobre 2022, j'espère que vous allez bien, parce que c'est pas forcément le cas d'Amazon. En effet, ils ont annoncé qu'ils ralentissaient justement tous les recrutements. Alors, c'est même pas ralentir, exactement le terme c'est freeze, donc ça veut dire que c'est totalement gelé jusqu'à la fin de l'année. Ce qui est plutôt mauvais, à savoir qu'on a eu Facebook déjà qui a annoncé une restructuration et une fin des recrutements. Est-ce que cette année 2023 a été plus sévère pour l'industrie globale que pour les crypto-monnaies? C'est un petit peu la question qu'on pourrait être amené à se poser, surtout qu'on compare actuellement Nexo à Celsius dans un fonds de Crédit Suisse qui est en train de potentiellement déposer le bilan. Bon, je vous rassure que dans tous les cas, Crédit Suisse, s'il y arrive quelque chose, il sera sauvé. C'est évident vu l'implication et l'impact que ça va avoir sur l'ensemble du monde de la finance. Mais c'est intéressant, notamment au niveau de Nexo, de voir un petit peu le FUD qu'il peut y avoir autour de cette plateforme. On la compare directement avec Celsius, avec tout ce qui peut se passer. Ce qui est intéressant de voir, c'est que Nexo, je vous ferai une vidéo à part, je pense, pour expliquer un petit peu la problématique de pourquoi la plateforme peut être intéressante, dans quel cas, et comment c'est cette polémique de FUD, quel est le taux de vérité dedans. Il y a un taux qui est réel, il y a un taux qui est faux, il faut arriver à faire la part des choses entre les deux, et avoir une utilité, enfin avoir en tout cas quelque chose qui est conforme à l'utilité qu'on veut en avoir. Et ça, je vous ferai une autre vidéo. En tout cas, ils ont mis l'accent sur la transparence, contrairement à Celsius. Ils ont des audits journalières sur l'état de leurs finances. Il y a pas mal de choses. Ils ont fait une série de communications sur l'état de leurs finances et sur les différents achats qu'ils vont effectuer, notamment, comme je vous l'ai annoncé la dernière fois, sur la part d'une banque, à voir exactement est-ce que c'est une opération de com. Ça, je vous prévois une vidéo dimanche pour ça. Ensuite, nous avons Christie, donc qui est la maison de vente aux enchères britannique, qui fait une adoption Web3 en lançant notamment Christie's Web3, donc Christie's 3.0, qui est une plateforme hébergée sur la technologie de la blockchain, en l'occurrence Ethereum, et qui proposera de l'art numérique aux enchères, à voir ce que ça peut donner, mais en tout cas c'est intéressant de voir que pour pouvoir créer en tout cas des ventes aux enchères sur des biens numériques, on passe par une technologie, en tout cas par le développement d'une plateforme sur la technologie de la blockchain, ce qui est positif pour la vision globalement de la technologie en elle-même. Alors ensuite, c'est pas trop lié aux crypto, mais c'est une réflexion que je vais aborder ici. Twitter a annoncé qu'ils allaient accepter l'offre d'Elon Musk, parce que Elon Musk a remis sur la table son offre. Alors ce qui est intéressant, c'est que, pour rappel comment ça s'est déroulé, Elon Musk avait fait une offre, qui était, le deal avait été signé, il avait backé, donc il était retiré de cette offre, parce que justement les chiffres autour des bots étaient faux. En tout cas, c'est la raison réelle qui avait été donnée officielle, et que le fait de passer par justement un procès allait obliger Twitter à révéler le nombre de bots qu'il possédait, mais le procès n'est toujours pas lieu, et pourtant l'offre revient. Je rappelle qu'il n'y a pas si longtemps, on a eu des mails et des SMS qui ont été dévoilés entre Elon Musk et son avocat Michael Grimm, qui, notamment un message envoyé le 8 mai, disait justement « Ralentissons de quelques jours le deal avec Twitter, le discours de Poutine demain est extrêmement important, cela n'aurait aucun sens d'acheter Twitter si nous nous dirigeons vers une troisième guerre mondiale. » Ce qui est en même temps logique, on est d'accord, quand on regarde le positionnement actuel de la majorité des grosses finances, on est dans une politique de récupération de cash, on récupère du cash en attendant que ça se déroule. À ce moment-là, quelle est la notion de ce rachat? Est-ce que c'est juste une main forcée? Il ne veut pas aller en procès, mais même, admettons, il ne veut pas aller en procès. Ok, mais le procès en lui-même, il aurait pu le faire durer longtemps, suffisamment longtemps pour que la crise se termine. Pourquoi, à ce moment-là, accélérer le rachat? Est-ce que c'est une notion de fin de menace? Est-ce que même cette notion d'information qui a été leak est réelle ou non? Est-ce que vraiment c'est une notion de bot qui lui a fait arrêter l'achat? Est-ce que c'est, en tout cas, il considère que la diminution de la menace
est réel, alors qu'on n'a jamais été aussi haut dans le conflit russe et ukrainien, dans lequel on a tension entre l'Europe et l'US avec Poutine sur le fait que, voilà, clairement, il y a des annonces qui ont été faites des deux camps. Voilà, quel est le but d'un rachat de 44 milliards de dollars, quand même conséquent, en pleine crise, qui est censée être sans précédente, qui est censée continuer pendant plusieurs années, avec, si on en croit certains, un effondrement du système financier. Ok, pourquoi faire un rachat de 44 milliards de dollars ? Je pose la question. N'hésitez pas à en tout cas en parler en commentaire et sur le Discord. Et à côté, j'ai plusieurs autres nouvelles. L'autre chose, j'ai Ray Dalio qui quitte justement sa position à Bridgewater. Ray Dalio, on sait que ça fait déjà 10 ans qu'il prépare son départ, mais c'est intéressant qu'il part maintenant. Pour rappel, Ray Dalio, c'est aussi lui, le premier, à avoir lancé un énorme short contre l'Europe, parce qu'il considère que l'Europe va se vautrer. Et c'est aussi très intéressant de voir qu'il part de ses fonctions quelques mois après un effondrement programmé. Après une réussite qui serait quand même une réussite colossale, hein, parce que tout le monde en parle, des positions de short qu'il a prises à cette époque-là, la position maintenant, en disant que voilà, et c'est vraiment très fort, en fait, en tout cas comme signal, c'est soit je pars à la retraite, ça y est, j'ai fini mon travail, ça va se casser, et on n'en parle plus, soit c'est bon, bah je quitte sur une victoire encore acquise. C'est très important, je pense, ce type de signaux, en tout cas, je trouve quand on a les deux qui sont en corrélation, l'un puis l'autre, que ce soit Elon Musk ou que ce soit Ray Dalio, ça me fait m'interroger. Moi, personnellement, ça me fait beaucoup m'interroger, parce que ce sont pas des news lâchés comme ça, ce sont quand même des éléments forts, économiques, macro, sur lesquels c'est des acteurs quand même principaux. On parle d'un achat d'actions à 44 milliards de dollars en pleine crise, et le départ du président de Bridgewater, qui a fait Bridgewater, globalement, qui a fait Bridgewater, ce qu'est Bridgewater, qui est considéré comme une personne brillante en termes de finances. Moi, ça m'interroge. Pareil, si ça vous interroge et si vous avez en tout cas vos idées, n'hésitez pas à les partager encore une fois sur Discord et dans les commentaires, c'est avec plaisir que je les lirai. Ensuite, on terminera sur des nouvelles qui sont plutôt positives dans l'e-commerce et dans la crypto-monnaie, avec la plateforme shopping.io qui ajoute le support de Matic comme moyen de paiement. Et nous avons la startup Web3 Talo qui fait un partenariat avec Ripple pour construire une marketplace, justement. Et c'est intéressant de voir qu'on continue à construire malgré la crise. Il y en a qui sont en cours de restructuration, qui sont en arrêt d'embauche, et il y en a d'autres, tout simplement, qui construisent. C'est pour ça que je vous dis que même si on est dans une crise d'ordre général qui est globale, financière, ce n'est pas parce qu'on est dans une crise qu'on ne peut pas avoir des petits bouts de soleil dans ces nuages noirs, et pour moi c'est un petit peu ce qui est en train de se passer dans les gros projets crypto qui continuent à construire et qu'ils nous montrent un petit bout de soleil. Regardez, derrière les nuages, tout va bien, donc tout se passe bien, vous inquiétez pas, c'est un petit peu l'idée pour moi que j'ai, et c'est comme ça que je le ressens. Alors, nous avons terminé sur les news, on va attaquer la partie technique. Avant, petit rappel, le Discord dont je vous ai parlé tout à l'heure, je l'ai créé exprès pour le partage et être un hub d'informations sur le trading et la crypto-monnaie, et sur, d'ordre général, la blockchain, parce qu'il y a beaucoup d'informations dessus. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre, vous allez voir, il y a une communauté de passionnés. Et pour aller plus loin, on a mis en place une partie premium pour ceux justement qui veulent davantage, qui veulent aller plus loin, avec plus de 100 vidéos de contenu, 300 pages de guides, et ça continue d'augmenter toutes les semaines, on rajoute. On a des stratégies de trading, on a des stratégies d'investissement court, moyen, long terme, on a des guides, on a des formations, on a des lives tous les mois, donc 3 lives tous les mois sur la partie premium pour pouvoir aller plus loin dans l'analyse technique et la compréhension de la blockchain en général. Je fais des briefs quotidiens sur l'état du marché, il y a plus de signaux, en gros il y a tout pour aller plus loin, il y a tout pour pouvoir se préparer sur la prochaine accélération du cours, et en tout cas sur une opportunité comme là maintenant on peut le voir sur la blockchain, les actions d'ordre général, on est quand même dans une zone qui est très intéressante et on va le voir aussi techniquement, et on passe sur l'analyse technique. Alors, analyse technique qui commence forcément par notre rappel héliotiste, vague 1, vague 2, vague 3 terminée en avril 2021, nous sommes actuellement sur la 4 composée d'un retracement A, B, C, avec un retracement C qui fait
382 d'extension de Fibonacci, donc l'extension de la A ramenée sur la B, qui nous donne la C avec un ratio de 382, et nous sommes actuellement dans un order block intéressant, qui pourrait être en effet un order block pour un rebond technique. Nous sommes dans tous les cas pour un investissement long terme dans le 618, entre 618 et le 786 du retracement de Fibonacci sur le mouvement 0 jusqu'au mouvement le plus haut. Donc on est vraiment dans une zone de retracement long terme dans lequel on peut, en effet, si on souhaite s'exposer au Bitcoin, commencer à rentrer en DCA doucement si ce n'est pas déjà fait. Et personnellement, je considère que c'est un très très bon prix pour le BTC. Est-ce qu'on peut descendre plus bas? Oui, nous avons une target à 14 500 et une target à 10 000. 10 000 qui représente un 618 nombre d'or et qui est en plus en coordination avec l'order block ici, très important, donc on pourra en effet descendre beaucoup plus bas. Si on descend plus bas, il y a plusieurs choses. Il y a ça veut dire que cette hypothèse est invalidée parce qu'on casse avec la 4 le top de la 1, chose qui est impossible avec de l'héliotisme, et donc à ce moment on partirait sur une autre hypothèse que je vous ai déjà présentée. Et si on casse beaucoup plus bas, ici nous serions sur la target, notamment de Ichimoku, une target très long terme, voilà, ce serait d'ailleurs la première fois qu'on irait chercher, lors d'un retracement, lors d'un bear market, cette target d'Ichimoku, quand on regarde un petit peu la fractalité du marché, ce qui s'est pu se passer. Alors, on va zoomer sur ce qui s'est passé, là, en tout cas, ces derniers mois, en zoomant et en regardant notamment sur... Alors, j'ai mis 12 heures pour que qu'on ait un petit peu de détails, mais que ce soit un peu condensé. On a bien une accumulation de Wyckoff qui s'est mise en place, on a un selling climax, automatic rally, secondary test. Donc ici, on est sur quelque chose de classique. Ce que l'on peut attendre au niveau d'une accumulation de Wyckoff, le principe est le suivant, c'est d'accumuler. Accumuler, ça veut dire tout simplement prendre des positions acheteuses, mais pour prendre des positions acheteuses à un prix qui est constant, il faut que potentiellement on ait des vendeurs qui souhaitent vendre leurs positions dans ces zones-là. Donc le principe même d'une accumulation, c'est de pouvoir manipuler le marché pour pouvoir créer des zones de liquidité et pouvoir justement filer ces ordres dans ces zones de liquidité. On a plusieurs zones de liquidité qui sont en cours de construction, enfin qui ont été construites déjà. Nous avons ce cric haussier, donc canal de création de liquidité haussier haut et bas qui a été créé, dans lequel on est allé chercher liquidité ici, descente, réaccélération haussière, réintégration, donc pareil, on a liquidé tous ceux qui étaient en short, avec cette accélération haussière, on a placé les personnes en longue, on est allé les liquider après avec un mouvement baissier, donc on est vraiment dans de la création de liquidité, ce qui renforce l'idée de cette accumulation et de ce manque de liquidité dans le marché de la crypto, et donc forcément l'obligation de faire une accumulation si on veut pouvoir acheter, parce qu'il n'y a pas assez d'ordre sans pousser le marché à la hausse. Donc c'est vraiment le principe même. L'autre zone de liquidité, c'est les zones du SC, dans lesquelles nous avons ce niveau très important en bas, et ensuite nous avons le dernier top qui a été donné à 25 000, dans lequel nous avons ce range qui donne des liquidités supérieures et des liquidités inférieures au cours, et qui peuvent être à un moment donné à récupérer. Généralement, quand on va casser vers le bas, chercher le SC, ça s'appelle le STB, et donc c'est une prise de liquidité, c'est un petit peu ce que tout le monde attend ici, c'est une prise de liquidité basse, surtout que si on zoome un petit peu ce qui s'est passé, hop, ici, au niveau de la mise en place, en zoomant, on voit bien qu'on a la mise en place d'un canal de compression, un triangle de compression de liquidité, sur lequel on a break haussier pour récupérer la liquidité. On est allé même beaucoup plus haut, on est allé sur la target que je vous avais donnée, on est allé chercher notamment le top ici, qui a été fait, sur lequel on a pris la liquidité, et on voit bien que la mèche a été ravalée, a été ravalée totalement, donc on n'a pas construit au-dessus, donc c'est une prise de liquidité, avec retracement effectif, et on voit que on est quand même dans quelque chose qui nous dit que on va avoir une cassure baissière. On va avoir une cassure baissière. Si on regarde globalement, donc là on est en 1 heure, on regarde un petit peu le momentum, on voit que le momentum est déjà en train de diminuer fortement. On a cassé baissier ici, on n'a pas de divergence pour l'instant, en tout cas sur l'état du BTC, mais on a quelque chose qui nous dit que potentiellement, voilà, on va break baissier, en tout cas à minima, je pense retester les 19 800 pour potentiellement après, soit essayer une cassure des 20 500 qui est très important, liquidité de tout ce mouvement-là, qui est vraiment très fort, liquidité vraiment du mouvement entier, et dans lequel on aurait après soit une réaction haussière, parce que là on n'a aucun volume, on n'a rien du tout, et donc on irait retester les 22 000, soit après on prend la liquidité, on break baissier, ce qui pourrait être cohérent avec la mise en place d'une distribution dans cette zone-là, d'accord. Là on pourrait avoir un BCARST saut,
avoir un UT UTAD, donc distrib, prise de liquidité ici et ici, et ensuite on casse baissier. Casse baissier pour potentiellement faire le STB, hein, chose que je vous ai dit. L'appel du STB peut être fort, surtout qu'un mouvement haussier comme ça a entraîné quoi? A entraîné de la création de liquidité très forte dans cette zone-là, dans lequel on pourrait avoir justement un long squeeze très fort qui puisse se faire. Les liquidités actuellement supérieures sont assez faibles. Là, on n'a pas trop de liquidités. Les prochaines liquidités sont vraiment au-dessus de 22, avec un gros pool de liquidités au niveau de 25. Avant, c'est très léger, mais on a aussi en même temps un nombre d'ordres qui est aussi très léger, donc on a un dip of market qui est assez faible ici, qui est beaucoup plus conséquent là, donc un mouvement haussier aussi aura toujours besoin de moins de volume pour pouvoir partir actuellement qu'un mouvement baissier. Mouvement baissier, c'est il faut quand même du volume baissier, il faut pouvoir aller taper une zone de liquidation, déclencher DSL à foison pour pouvoir avoir créé une forme de momentum baissier. Chose qui peut être une forme de piège là actuellement. C'est un petit peu quand même l'idée qu'on a quand on regarde un petit peu l'order flow qu'on va regarder ici. Alors sur l'order flow, ce qui est intéressant, c'est que comme je vous ai dit, si on continue à augmenter là et qu'on voit une grosse augmentation de l'open interest, ça veut dire qu'on va avoir du volume pour pouvoir passer au-dessus. Bon, on voit qu'on a eu la grosse augmentation, on a fait même très grosse augmentation, 160 000. 160 000, ce qui est colossal, donc on est vraiment dans une zone actuellement sur lequel on risque de voir commencer à faire des take profit, donc on va avoir justement ce type de cassure qui est en train de se faire, et surtout, là, je vais vous proposer autre chose, je vais laisser un petit peu ça, parce que là, on est un peu dans quelque chose qui est assez classique, hein, accélération haussière, divergence entre les top traders et les traders classiques, dans lequel on a une augmentation de l'open interest, ok, donc forcément, on a un gros mouvement. Là, tant qu'on n'a pas d'inversion de tendance ici et ici, donc c'est une contraction des shorts sur la totalité des comptes et une prise de profit au niveau des top traders, là en l'occurrence on reste dans une accélération haussière. Bien que on voit que là les top traders déjà ça commence à plus trop bouger, d'accord. À partir d'ici les top traders n'ont plus trop bougé, donc ça veut dire qu'il y a des prises de profit, il y a déjà une mise en place d'une distrib à confirmer derrière, mais là j'ai un premier signe de mise en place de distrib avec un open interest qui est en stand-by, donc là ça pourrait être un premier signe. Le deuxième point pour moi c'est les positions CME. Donc Chicago Mercantile Exchange, donc qui est la représentation des institutionnels, notamment, l'open interest institutionnel sur les futurs BTC, on voit que l'accélération haussière du cours, on a eu une accélération aussi du CME, mais qui est proportionnelle, hein, donc on n'a pas de positionnement, en tout cas institutionnel, qui s'est mis en place. Donc pour moi, on est vraiment, et puis là même on voit qu'il y a une prise de profit, en tout cas une sortie des institutionnels qui est en train de se faire, parce que la propension entre les deux est quand même colossale. Donc pour moi, là je pense que les institutionnels ne sont pas positionnés, donc là on a vraiment ici du spéculatif pur sur une augmentation très forte de l'open interest, qui est certainement due à ce qu'on va voir tout à l'heure au niveau du Nasdaq et du DXY, donc l'indice dollar. On va regarder. Tout à l'heure, on va juste passer un petit peu sur ETH BTC, donc en fait le rapport de l'Ethereum sur le BTC, qui nous permet de voir lequel surperforme. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a une surperformance de l'Ethereum pendant toute l'annonce du merge et l'arrivée du merge. Suite justement à l'avant-merge, on a eu une diminution de la surperformance, et dans lequel ici nous avons depuis le 22 septembre une consolidation entre, un équilibre reconstruit entre BTC et Ethereum, qui est dans une zone en même temps un petit peu logique, et moi voilà, je vous ai donné la zone de liquidité qui pourrait être ici, sur lequel on pourra aller retravailler les 0,64, pour potentiellement, après avoir un redépart haussier, repartir à la hausse, pour avoir une nouvelle performance d'Ethereum. Encore une fois, c'est logique qu'on ait une période de consolidation au niveau de The Merge qui est en train de se faire au niveau d'Ethereum. Ça, je vous ai déjà fait plusieurs vidéos dessus pour vous expliquer ce principe-là. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est que là, on n'a pas de sous-performance d'Ethereum, on n'a pas de surperformance de BTC, donc on est dans une forme de cohérence au niveau de l'indice, à savoir que les deux représentent quand même plus de 65% de l'ensemble du marché de la crypto. Donc à eux deux donne la tonalité de... si on a un équilibre des deux, ça veut dire qu'on est dans quelque chose qui est uniforme au niveau de l'ensemble de la crypto-monnaie, ce qui est plutôt positif pour moi. Alors je vous ai souvent dit que là on avait de la résilience au niveau du BTC sur les chutes globalement. Ok. Là, clairement, cette accélération, elle est aussi due au Nasdaq, et la question est, est-ce qu'on a de la résilience aussi à l'accélération? Et vous allez voir que la réponse, malheureusement, est, oui quand même, hein. Oui quand même, quand on regarde un petit peu les deux, on voit que l'accélération en elle-même,
elle est pas folichon. On va passer en un jour quand même pour avoir les bougies qui se mettent. En même temps, on voit que on a performé, mais ça reste quand même timide, ça reste timide par rapport à ce qu'on peut avoir, donc c'est-à-dire que le BTC a une forme de corrélation, oui, au niveau du Nasdaq, mais on est en train vraiment de perdre, on a cette résilience tant haussière que baissière, donc il faut vraiment avoir beaucoup de mouvements, et ça me confirme un petit peu ce que je vous ai expliqué historiquement, c'est que cette résilience, elle est aussi due à la diminution du nombre de produits dérivés combinés dans lequel le BTC et les autres actifs cryptoactifs étaient intégrés dedans. Donc ça veut dire qu'on n'a pas de retour institutionnel, toujours dans l'état. Concernant le Nasdaq, ce qui est intéressant, c'est qu'on a fait une très belle bougie. Je vous avais dit justement qu'on commençait dans le rouge, mais que certainement on allait repartir à la hausse. Je vous avais dit que la target à avoir était le break-off structure, ici de cette chandelle, très important, break-off structure, dans lequel il fallait impérativement le faire. On voit qu'on a fait ce break, et on est en tout cas... Bon, on a clôturé au-dessus, mais c'est tendancieux, là c'est limite. Moi j'aimerais bien qu'on clôture aujourd'hui dessus, voilà, au-dessus. On aurait donc une semaine sur laquelle on a un break-off structure mineur, dans lequel on pourrait avoir une prochaine target qui serait les 12 000, à les retester, qui donnerait aussi une accélération haussière. Le problème c'est que quand on regarde un petit peu ce qui s'est passé ici, on compare à notamment l'index dollar, on voit que, pareil, on a une grosse journée rouge, là, qui a permis justement au Nasdaq de pouvoir performer, qui a vraiment permis. Je ne dis pas que c'est le DXY qui a donné l'impulsion au Nasdaq, je dis juste que ça a été un catalyseur d'accélération. C'est deux choses séparées, attention. Parce que si on regarde un petit peu ce qui s'est passé, on a eu d'autres bougies rouges sur lesquelles on n'a pas eu d'accélération haussière. Donc là, il faut vraiment faire la corrélation entre les deux, la décorrélation entre les deux, mais ça a un impact fort, et on le voit bien. Là, c'est pareil, au niveau du DXY, on est arrivé dans une zone, je vous avais parlé du retracement 110, bon, bah là, on est dans le retracement 110. Là-dessus, on va voir, est-ce qu'on est en train de mettre en place une accumulation dans laquelle on risque d'avoir potentiellement des petites accélérations de baisse, prise de liquidité basse, avec potentiellement une prise de liquidité de ce niveau-là, et ensuite accélération haussière pour aller retester les 115, voire les 121, 121 sur lequel on a un gros niveau, où on le sait, à un moment donné, c'est-à-dire que, pour rappel, je vais remettre la schématique que j'avais mis à un moment donné pour bien voir ce que j'avais en tête, c'était voilà, avoir une cassure potentielle du 110 sur lequel après on a un travail, réaccélération haussière, donc là on a eu l'accélération haussière au niveau du 110, cassure ici du 110, donc pour moi il faudrait avoir une mèche, en tout cas une descente, pour ensuite prendre la liquidité et partir sur une accélération, et faire à ce moment-là voilà, un DXY à 121, avec derrière un niveau de clôture qui pourrait être fait. Donc une mise en place d'une distribution forte qui peut être assez longue, on parle sur des actifs sur lesquels on peut faire des distributions en hebdomadaire, donc une distribution qui peut se faire, et donc forcément si on a une mise en place d'une distribution, ça va être vu forcément par les gros joueurs, et dans lesquels cette distrib va être un signe de top du dollar, et vous savez que le top du dollar sera aussi le retour potentiel d'un bull run action et d'un bull run crypto-monnaie et actifs risqués, donc il va falloir vraiment surveiller ça. On sait qu'on est dans une zone très forte, on sait qu'on a une baisse de momentum, on a une divergence baissière depuis très longtemps, donc il faut se poser la question, est-ce que c'est le moment, ou est-ce que tout simplement c'est juste encore un retracement effectif comme on a pu le faire là, bien que celui-ci soit quand même bien fort et bien accéléré. Est-ce que c'est juste encore un retracement pour un redépart à la hausse? Pour moi, il faudrait au moins casser les 110 pour pouvoir se dire que on peut repartir à la hausse. Si tu aimes mon contenu, n'hésite pas, partage, like, ça m'aide énormément, et rejoins-nous sur Discord.